Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Yves Damécourt. Vous êtes viticulteur ou vigneron? Vigneron. Vigneron, hein. Oui, vigneron, ouais, je préfère aussi. Oui, je vais jusqu'à la mise en bouteille. Le viticulteur cultive la vigne, le vigneron va jusqu'au bout du process. Vigneron, les vendanges sont terminées? Ouais. Catastrophique. Catastrophique. Ouais. Mais vous vous plaignez tout le temps, soit il fait trop chaud, le soit il y a mildiou pas nous a tout bouffé. Ah oui. Ah non, merde. mais c'est, je veux dire, Ouais. enfin nous on fait 10% de la récolte, quoi. Ah oui, c'est une catastrophe. Catastrophique, oui. Vous êtes ancien élu local et vous êtes membre de Nouvelle Énergie, le mouvement de David Lisnard. Grand article aujourd'hui dans le Parisien qui lui est consacré puisqu'il fait lui aussi quelques pas vers 2027. Pierre Gentillet, bonjour. Vous êtes avocat. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Et Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement national. Bonjour. Bonjour Valérie. Emmanuel Macron, hier, nous avons un problème de sécurité. Donc ce n'est plus un sentiment d'insécurité. C'est un vrai problème de sécurité. On va en reparler, à signaler ce que nous disait Gilles Gansman tout à l'heure, l'audience catastrophique hier du président de la République au journal de France 3, moins de 2 millions, enfin aux environs de 2 millions de téléspectateurs. Visiblement, c'était... Il y avait une annonce ? Oui, il y avait... Okay. Il y a marqué Emmanuel Macron 19/20, les gens ont cru que c'était la note. Voilà. C'était le 19-20. Éric Ciotti veut baisser les indemnités chômage. Le gouvernement veut puiser dans le magot des retraites complémentaires, Agir Carco. Puis parler de la NUPES. Commençons avec... tiens, je vais peut-être refaire ce que j'ai fait hier. Ce mois-ci, c'est le mois de la cybersécurité pour lutter contre la cybermalveillance. C'est important d'en parler. Et hier, j'ai juste dit ça et tout le monde sur le plateau avait une histoire à raconter. Est-ce que vous avez été victime de cybercriminalité ou cybermalveillance, reçu une arnaque par téléphone ou pas? Alexis Bachelet Par mail tout le temps. Par mail tout le temps, ouais. Ah ouais. Et vous êtes vigilant? Comment vous faites pour... En général, c'est pour essayer de nous extorquer de l'argent. Donc, des fois, c'est fait finement. Mais non, il y a aussi des faux liens vers des sites... alors, je sais pas, l'assurance maladie. Tout est arnaquable, en fait. Mais ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. C'est-à-dire qu'on vous aspire vos données et au-delà... Et même, je vais vous dire, il n'y a pas longtemps, j'étais chez un notaire et il nous dit, attention, on va vous envoyer un RIB sécurisé parce qu'il y a déjà des clients à nous à qui on a envoyé des faux RIB et les frais de notaire ont été aspirés sur un compte. Même les professions, on va dire, très réglementées, qui représentent l'État, etc. Il y a des arnaques à tous les niveaux. Absolument, parce qu'on parle beaucoup des individus, mais ça concerne aussi les sociétés qui se font hacker. Yves, vous avez déjà eu un problème? J'ai failli me faire avoir la semaine dernière. J'ai reçu un message sur ma page Facebook en disant attention, vérification de votre compte Facebook avec le logo Facebook, etc. Et on m'a demandé de remettre mes mots de passe. Et puis là, je me suis dit merde, parce qu'en plus de ça, généralement, les mots de passe qu'on a sur une page, on les utilise sur une autre. Donc, ça, c'est terrible. Le premier truc à ne pas faire. Voilà. Et puis, mon fils, qui est geek, qui est dans l'informatique, qui est dans une SS2I, etc., un jour a reçu sur son portable un appel de l'agence du Crédit Agricole dans laquelle il est, avec quelqu'un qui se faisait passer pour son conseiller et ça apparaissait sur son téléphone comme l'agence du Crédit Agricole enregistrée dans son téléphone. Absolument. Et en fait, le type lui a tiré des informations qu'il n'aurait jamais dû lui donner, quoi. Et il lui a pris de l'argent ou pas? Il n'a pas eu le temps parce que à peine il a raccroché qu'il s'est dit mais enfin c'est quoi ce truc, et donc il a tout de suite rappelé l'agence, la vraie, qui a bloqué. C'est arrivé à une amie à moi sur le nom de son conseiller qui s'affiche. En général, c'est le vendredi, le samedi ou le dimanche et qui lui dit cliquez pour bloquer. Et là, dans l'instant, ils ont créé 7 comptes différents sur Amazon, c'est imparable. Puis la banque, évidemment, vous dit vous avez cliqué, donc on ne peut rien faire. Vous êtes avocat, vous êtes peut-être pas plus prudent parce que ça arrive à tout le monde, Pierre Gentillet. On essaye tous d'être prudents et que ça arrive à tout le monde, effectivement. Ensuite, ce qu'il faut, effectivement, c'est pas cliquer sur les liens qu'on reçoit par courriel. Et l'arnaque la plus fréquente, et alors ça, il y a un site internet, je vous invite, alors il faudrait que je peux le retrouver après, je vous le donnerai. Mais l'arnaque la plus fréquente, j'ai appris ça il y a pas très longtemps, justement, de quelqu'un qui s'y connaît très bien. C'est, vous savez, le nombre de mots de passe que vous mettez sur, vous avez sans doute eu des inscriptions sur 15, 20 sites internet, applications différentes.
Et parfois, et vous pouvez aller regarder, il y a un site qui les répertorie tous, parfois, il y a un site internet qui est complètement craqué et toutes les données sont en open data. C'est-à-dire, on peut consulter tous vos mots de passe et tous vos mails. Et ben, du coup, il y a des petits malins qui repèrent, qui voient les mots de passe qui sont utilisés, qui correspondent à telle adresse mail et qui, après, vont essayer sur Facebook, sur Twitter, etc., aussi, alors, sur les banques. Mais les banques, elles vous demandent généralement des chiffres. C'est parce que vous mettez le premier mot de passe. Et du coup, elles peuvent, comme ça, retrouver le mot de passe pour reprendre le contrôle de votre Facebook, etc., etc. Donc, il y a un site internet, je peux essayer de il est très facilement trouvable et qui répertorie tous les sites internet qui, à un moment, ont eu une fuite. Alors, il y a cybermalveillance.gouv.fr qui a pour mission d'aider, d'assister à la fois les particuliers, les associations, enfin tous ceux qui sont victimes. Il y a un certain nombre de conseils et d'aides pour ceux qui se sont fait arnaquer. Vous, ça vous est arrivé Alors, Gaëtan Dussaucet ? heureusement non, j'ai jamais cliqué sur un lien malveillant et été victime d'une arnaque, mais c'est très bien d'en parler ce matin, parce qu'en fait c'est quelque chose qui malheureusement est devenu quotidien. Absolument. Quotidiennement, on reçoit des mails malveillants, d'arnaques, on reçoit même des SMS, bien sûr. Et en effet, j'avais aussi ces messages de méta business pour les citer, qui sont une fausse représentation de la société de Facebook, pour le nommer, et qui essayent de récupérer des données. Mais c'est vrai que il y a beaucoup à faire. Il y a surtout sur les comportements et la réaction que nous on peut avoir quand on est face à ce genre d'arnaque. Surtout qu'en plus, ils n'hésitent pas quand même à redoubler d'inventivité et de créativité. On est loin maintenant des mails qu'on recevait avec bonjour, je suis une veuve perdue au fin fond de l'Afrique et j'ai 40 000 € à vous filer. Bon, voilà. C'est un peu plus complexe que ça aujourd'hui. En général, ce que je fais à titre personnel, et ça peut aider quelques-uns, c'est systématiquement de regarder l'adresse mail qui expédie, car en général, les noms d'adresse mail sont un peu farfelus et montrent que ce n'est pas très très officiel. Mais il faut être très très vigilant. On va marquer une pause. Je pense que c'est utile ce petit tour de table parce que ça montre qu'on est tous touchés et puis qu'il y a des bons gestes. Donc encore une fois, je ne touche pas d'argent de cybermalveillance.gouv.fr, mais je trouve que c'est important d'alerter. Beaucoup de personnes âgées aussi se font avoir, même si elles sont moins connectées, mais ne serait-ce que par les SMS. Et on en reparlera nous jeudi dans l'émission Média. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec aujourd'hui pour commenter l'actualité Yves Damécourt, viticulteur, ancien élu local, membre de Nouvelle Énergie, c'est le mouvement de David Lisnard, Pierre Gentillet, avocat, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS, et Gaëtan Dussaucet, porte-parole du Rassemblement national. On va parler de sécurité avec Emmanuel Macron qui a annoncé la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Éric Ciotti, lui, veut baisser les indemnités chômage. On va parler des retraites, Agir Carco, avec le gouvernement qui veut aller puiser dans ce magot des retraites complémentaires pour financer toutes les retraites. Et puis, si on a le temps, on parlera également de la NUPES. On commence notre tour de table peut-être avec vous, justement, Yves Damécourt. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un coup de cœur pour David Lisnard. Mais oui, parce que je suis à Paris, je suis monté à la capitale aujourd'hui, Valérie, parce que ce soir, nous inaugurons le siège de Nouvelle Énergie, qui est le parti de David Lisnard, qui était un parti cannois et qui, depuis 3 ans, est devenu un parti national avec des référents dans tous les départements, des équipes au travail. Pour ma part, je m'occupe de l'agriculture, du monde rural, de l'énergie, du climat et du développement durable. Et donc ce soir, on sera nombreux, j'espère, rue des Entrepreneurs, dans le 15e. C'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde, oui, bien sûr. Et le numéro 69, qui est l'année de naissance de David Lisnard. Donc voilà. Voilà, ça a été. Vous avez cherché longtemps pour trouver cette adresse. En tout cas, donc c'est coup d'envoi vers peut-être un pas supplémentaire vers 2027. En tout cas, notre intention, c'est de construire un projet politique pour 2027 pour participer au débat et puis voir plus si affinité. Très bien. Pierre Gentillet, c'est un coup de gueule pour une appli. On en a un petit peu parlé la semaine dernière, mais je trouve que c'est toujours bien d'en reparler, cette appli Agora. Il faut toujours rappeler à quel point le gouvernement est ingénieux pour se moquer de nous. Faut rappeler un petit peu effectivement ce qu'est cette application. Donc l'application Agora qui est présentée notamment par le ministre Olivier Véran, en tout cas j'ai vu 2 vidéos de lui, se présente comme une application sur laquelle tous les Français peuvent venir, c'est très facile, s'inscrivent et posent des questions au gouvernement et répondent, et parfois même les ministres répondent, parce que vous savez les ministres, ils ont un temps très extensible, d'ailleurs pour ceux qui sont ministres, ils ne savent rien faire pour prendre de finesse, et ils peuvent également répondre à des sondages justement, à des interrogations, des consultations qui sont lancées par le gouvernement. Alors, déjà, pourquoi
cette application. En réalité, le gouvernement fait cette application parce que comme il est dans une impasse institutionnelle, comme il n'a pas une majorité à l'Assemblée, il essaie de nous réinventer la démocratie. Alors, il faudrait peut-être expliquer au gouvernement que il existe des outils si on veut consulter les gens. Cet outil, il est bien indiqué, c'est le référendum. Donc là, Olivier Véran nous parlait de consultation surtout, hein, sur l'écologie, sur l'industrie, sur l'économie, sur l'immigration peut-être. Bon. Rappelons au gouvernement que c'est pas avec une application qu'on fait la démocratie, c'est avec l'Assemblée nationale, le Parlement et avec des référendums. Référendums qui n'ont jamais eu lieu sous ce quinquennat, sous le précédent et sous celui encore qui était celui de Nicolas Sarkozy. Donc avant de donner des leçons de démocratie, avant de prétendre réinventer la démocratie, ce qui est quand même, je veux dire, mais d'une fatuité, d'une prétention, quand on ne fait aucun référendum, quand on s'assoit sur le vote des Français, je pense qu'à un moment, il faut... L'indécence a atteint un tel stade, vraiment avec cette application, moi j'étais furieux, je veux dire, on se moque du monde, il y a une démocratie institutionnelle, on a mis des centaines, voire même parfois des milliers d'années pour concevoir un modèle démocratique, et là, le gouvernement essaye de nous réinventer la démocratie à coup de modernité, à coup d'application. Non, faisons des référendums, appuyons-nous sur les institutions, elles sont plus représentatives aujourd'hui. Voilà, c'est pas la peine de passer par une application, c'est se moquer du monde. Vraiment, c'est se moquer du monde. À qui elle se... Tous les Français peuvent s'y inscrire, et accessoirement, il faut dire aussi que les consultations qui ont eu lieu, donc qui auront lieu sur tel ou tel sujet, c'est le gouvernement, et c'est ça le confort par rapport à un référendum. Le gouvernement est tout à fait libre d'en tirer les conséquences qu'il veut. Donc en réalité, c'est un outil sur lequel le gouvernement essaye vaguement de chercher un peu de légitimité pour s'appuyer après contre la Chambre, etc., etc. Moi, je trouve que vraiment, c'est se moquer du monde. Alors, Olivier Véran affirme qu'un Français télécharge cette nouvelle application toutes les 20 secondes. Alors, j'ai fait le calcul, c'est marrant, tiens. J'ai fait le calcul, c'est pas aussi impressionnant que ça si vous rapportez à une journée, et encore une fois, moi, si 20 vous voulez, secondes, c'est beaucoup, non? Oui, non, mais c'est quelques milliers, je crois, par jour, mais encore une fois, c'est tout dépend ce qu'on prend. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend le dernier jour? Ça veut dire quoi, ça, toutes les 20 secondes? C'est sur un mois, c'est sur une semaine, c'est sur une heure peut-être. Donc en réalité, et Véran pour le coup est vraiment le champion pour se moquer de nous. Donc c'est pas d'une application dont on a besoin, c'est d'un parlement et de consultation par des référendums. C'est ça la démocratie. C'est pas une application. Oui, mais effectivement, ça paraît un peu illusoire de vouloir... non, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je fais partie de l'Observatoire français des corps intermédiaires, et on observe quand même que depuis qu'Emmanuel Macron est président, on s'assoit sur les corps intermédiaires. Ce qui se passe, et dont on va parler tout à l'heure avec Agir Carco, c'est quoi? On s'assoit sur le dialogue social, on a fait la même chose avec Action Logement. Le président fait des grandes réunions des maires, mais il ne tient pas compte du tout de ça. Il organise des conventions citoyennes et il s'assoit sur les conclusions. Enfin, il est tout le temps en train de batailler pour essayer d'avoir ce lien direct avec les Français, parce qu'il a été élu, lui, directement avec les Français, et il s'assoit sur tous les corps intermédiaires et tous les élus que le peuple s'est choisi. Et donc, c'est la première étape, quoi, c'est de se reposer sur ces corps intermédiaires, et ensuite d'organiser des référendums quand il y a une question cruciale. 4000, Stéphane nous dit 4320 utilisateurs par jour. Oui, voilà. C'est sur quoi? C'est très peu. C'est assez peu. C'est dérisoire. Oui, c'est dérisoire. En plus, sur un pays de 70 millions d'habitants. Mais encore une fois, vous voyez, ça c'est typique. C'est des éléments de langage typiques de politique pour nous faire croire qu'il y a une adhésion. Oui, c'est le problème d'ailleurs. Je trouve qu'on tombe de haut avec Emmanuel Macron, parce que je rappelle quand même que lorsqu'il avait été élu en 2017, l'une de ses premières initiatives, mais il a été contraint de reculer, c'était celui sur la transparence de la vie publique, et donc aussi sur une réforme constitutionnelle et une réforme du fonctionnement institutionnel. Et de se dire qu'on d'une ambition comme celle-ci à ensuite des scénarios, hypothèses de pré-référendum, c'est ce qu'avait proposé aussi Olivier Véran il y a quelques... Préférendum, pardon. C'était comme ça qu'on appelait ça, où on poserait de multiples questions aux Français pour les consulter. Encore une fois, le mot a été dit, référendum. Un référendum. Le dernier référendum date de 2005 sur la Constitution européenne. Il a 18 ans, il aurait l'âge de voter aujourd'hui. C'est dramatique. On voit en plus dans le mouvement des Gilets jaunes qui avait eu lieu il y a maintenant
dans quelques années, l'une des prétentions, indépendamment des questions essentielles de pouvoir d'achat et de justice sociale, était aussi un retour de la démocratie par le biais du référendum d'initiative citoyenne. Et là-dessus, le gouvernement n'a absolument pas avancé, et de voir que ces grandes réformes démocratiques passent aujourd'hui par une application est absolument désolant. Ouais. Alexis Bachelet, votre coup de gueule, on en a parlé hier, mais je pense qu'on peut en reparler tous les jours parce que l'Arménie est un sujet qui doit être présent au quotidien pour raconter ce qui s'y passe et la honte qu'on peut ressentir sur l'inaction européenne. Oui, même la colère. Enfin, on est quand même complètement scandalisé par ce qu'on voit depuis quelques jours et ce à quoi on assiste. On revit des heures sombres. Alors, c'est pas le cœur de l'Europe, c'est le Caucase, mais c'est quand même l'Europe, c'est quand même notre continent. Et oui, ça rappelle ce qu'on a vu à l'époque de l'explosion de l'ex-Yougoslavie. On revit aussi ces États puissants qui règlent des conflits par la force des armes. On a l'impression qu'il y a un recul de la diplomatie d'une manière générale et qu'aujourd'hui on a un retour, et ça a toujours existé dans les relations internationales, mais c'est vrai qu'on a essayé depuis la Seconde Guerre mondiale de construire un autre ordre mondial avec l'ONU en particulier, et là on constate que c'est un échec quand même cuisant pour le multilatéralisme et que qu'un pays comme l'Azerbaïdjan puisse par la force des armes envahir son voisin, chasser des populations, créer de fait une espèce d'épuration ethnique. C'est même si les gens ne sont pas, assassinés comme à d'autres époques, mais ils sont d'une certaine manière obligés de partir, déportés. Ça s'est fait sous Staline, ça s'est fait. C'est vrai que malheureusement, c'est une région du monde qui a connu, avec aussi le génocide arménien, des tragédies, des drames. Mais c'est vrai qu'on assiste quand même à une situation où un pays règle par la force, par l'invasion, une situation diplomatique qui certes a duré depuis une quarantaine d'années, mais bon, aujourd'hui il y a une décision qui a été prise, peut-être aussi effectivement que ça fait suite à l'invasion de l'Ukraine. On a l'impression qu'aujourd'hui des pays plus puissants veulent régler par les armes le sort des pays supposés moins puissants, et demain, et c'est ce que disent beaucoup d'experts, qu'est-ce qui empêcherait l'Azerbaïdjan de continuer et peut-être d'envahir non plus simplement le Haut-Karabakh, mais tout simplement l'Arménie, une partie de l'Arménie, pour créer justement un continuum puisqu'on sait que il y a une situation géopolitique un peu particulière où il y avait cette enclave au cœur de l'Azerbaïdjan, mais il y a aussi un bout de l'Azerbaïdjan qui est le long de la frontière turque et iranienne et qui est coupé de l'Azerbaïdjan. Donc aujourd'hui, on se demande où ça va s'arrêter, et comme malheureusement les réactions internationales sont quand même faibles, pour ne pas dire quasiment inexistantes, quelques communiqués, alors qu'on aurait pu considérer que c'était une crise majeure et que, en particulier, même si on sait que c'est compliqué à 27, l'Union européenne aurait pu jouer un rôle. Bien sûr. Alors, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, est aujourd'hui en déplacement, mais la France paraît bien isolée et avec une voix, pour ne pas dire inaudible. Oui, c'est ça, dans ce conflit. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Pierre Gentillet. Je pense que c'est une histoire extrêmement compliquée, qui date, en fait, il faut remonter les prémices. C'est une guerre qui a eu lieu à la fin des années 80 et sous fond d'indépendance entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc je veux dire, c'est un vieux conflit, c'est très compliqué. C'est une guerre larvée. La situation du Haut-Karabakh est une situation, donc c'est toujours un territoire, qui est sous contrôle azéri, qui est en Azerbaïdjan, et qui est peuplé à majorité d'Arméniens. Aujourd'hui, ces Arméniens, vous avez utilisé le bon mot, ils sont déportés. Aujourd'hui, ils sont forcés, ils sont chassés de leur terre ancestrale, puisque c'est une terre historiquement arménienne. La difficulté aujourd'hui, si vous voulez, elle est double. C'est que, ce n'est pas la fin du conflit avec cette prise du Haut-Karabakh. Il y a un territoire qui est enclavé, qui est un territoire azéri, qui est derrière l'Arménie et qui est frontalier un grand allié dans la région de l'Azerbaïdjan, qui est la Turquie. Donc il est à parier que ce territoire aussi pourra faire l'objet de tensions à venir. Et deuxièmement, tout ceci va dans le sens d'un impérialisme
turc qui revient, bien on sûr, en parle beaucoup en Europe continentale, mais il existe aussi parce que la Turquie, le bassin historique de la Turquie va davantage plus vers l'Asie que vers l'Europe. Donc là, c'est une stratégie aussi d'impérialisme turc, et je pense que c'est à la fois pour cette première et cette deuxième raison que l'Europe et la France devraient plutôt soutenir l'Arménie, tout en ayant, je le dis, en tête l'historique et les difficultés qui en fait existent depuis une trentaine d'années. Il faut marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va parler immigration, migrants avec le record de demandes d'asile en France avec vous, Gaëtan Dussaucet, dans un instant. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Eh bien, on est plutôt d'accord ce matin sur les sujets de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Un dernier coup de gueule, celui de Gaëtan Dussaucet qui revient sur l'immigration. Oui, tout à fait, puisqu'on est sur les sujets qui mettent tout le monde d'accord. Voilà un autre qui fait consensus dans la population française. Oui, mais peut-être pas sur le plateau. Peut-être pas sur le plateau, mais c'est bien, c'est pour ça qu'on est là. Alors déjà, en 2022, on avait eu un nombre record de demandes d'asile déposées en France, avec 131 000 demandes d'asile déposées. Et là, force est de constater, c'est un article du Figaro qui date maintenant d'il y a quelques jours, qu'on risque de battre à nouveau ce record en 2023, puisque sur les 8 premiers mois de l'année, en réalité, on compte déjà 10 000 demandes supplémentaires comparées à la même période l'an passé. Alors tout ça, évidemment, ça met, je trouve, en contradiction la réalité des chiffres avec les discours et les grandes paroles que l'on a de la part de la Macronie. Je pense évidemment Gérald Darmanin, à Emmanuel Macron, même au niveau européen parfois avec Ursula von der Leyen, où on se retrouve avec des dirigeants qui veulent nous faire croire à un retour de la fermeté, notamment pour lutter contre l'immigration illégale et renflouer une partie des flux réguliers. Mais on voit qu'il y a un laisser-faire à nouveau sur cette question de l'asile. Je rappelle quand même les chiffres. Si on prend les demandes d'asile, les titres de séjour délivrés, nouveau record aussi en 2022, plus les entrées illégales, on arrive quasiment à un demi-million d'immigrés supplémentaires chaque année. Ça veut dire c'est un étranger supplémentaire toutes les 2 minutes en France. On est face à un abandon de l'État sur la volonté d'avoir le contrôle sur notre politique migratoire. Donc nous, pour ça, on a une proposition qui est partagée par une grande et large partie des Français, à savoir un référendum sur l'immigration. Selon un sondage CSA, dans mes souvenirs, je crois qu'ils étaient 70% à y être favorables. Et c'est la raison pour laquelle je renouvelle aujourd'hui à votre micro la demande auprès du président Emmanuel Macron d'organiser ce référendum sur l'immigration le même jour que les élections européennes, à savoir le 9 juin 2024. Je pense que ce sera un référendum qui mettra tout le monde d'accord assez rapidement et assez facilement. On a évoqué ce sujet, évidemment, mais quand vous voyez ce qui se passe en Italie, Giorgia Meloni, elle n'a rien pu faire. Bien sûr. Donc, c'est pas Yaka Faucon. Elle n'a rien pu faire. On peut dire qu'on est contre, sauf qu'il y a une réalité qui est... Parce qu'elle ne veut pas, c'est pas la même chose. Bien sûr, parce qu'elle a décidé, parce que l'Italie, vous le savez, est excessivement tenue par le plan de relance européen faisant suite à la crise sanitaire, et qu'elle est tenue par les fonds européens pour relancer aussi une partie de l'économie italienne. Elle est tenue par Ursula von der Leyen d'accepter finalement l'accueil de ces migrants, parce que le véritable problème il est là, c'est qu'en réalité Frontex, à savoir l'agence européenne de contrôle des frontières extérieures de l'Europe, n'est plus une agence qui a vocation à repousser et à contrôler l'immigration aux frontières européennes, mais plutôt une agence d'accueil de cette immigration. Et la seule volonté qu'il y a du couple Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, c'est tout simplement d'accueillir ces migrants, parfois jusqu'à 400 km des côtes européennes en mer, pour ensuite les répartir à travers l'ensemble des pays européens. C'est ce qui est prévu notamment dans le pacte migratoire des Européens. Donc il y a un véritable sujet, et c'est pour cette raison qu'on dit qu'il faut en faire évidemment une question politique et même électorale à l'occasion des élections européennes le 9 juin prochain. Alexis, vous voulez réagir ? La première question que je me pose, c'est quelle serait la question du référendum en fait ? Un référendum, c'est oui ou non ? C'est très simple. Je peux vous inviter à aller consulter sur le site du Rassemblement National, rassemblementnational.fr. On a un projet de loi qui est d'ores et déjà prêt et préparé, qu'on avait fait à l'occasion de la campagne présidentielle 2022, qui est une proposition de loi qui permet en fait de mettre en avant un certain nombre de mesures pour mieux contrôler et retrouver la maîtrise de notre immigration, à savoir la fin du regroupement familial, la fin du droit du sol, l'instauration et l'inscription de la priorité nationale dans la Constitution française, le primat du droit national aussi sur les traités internationaux, la fin de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les soins gratuits pour les clandestins. Donc tout un nombre de mesures qui est prêt dans un projet clé en main qu'on propose aux Français et qu'on soumettrait en fait aux Français par référendum en leur disant votez oui ou non à ce projet de loi.
Ça, c'est un programme de gouvernement. La préférence nationale, la remise en cause du droit du sol, c'est un programme de gouvernement. Il faut que vous gagniez les élections pour mettre en œuvre ça. C'est pas simplement une question de référendum. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes assez honnête de dire que c'est une question que vous voulez électorale. C'est-à-dire que on peut même dire que c'est une question électoraliste. Parce que malheureusement, la question des phénomènes et des flux migratoires est infiniment plus complexe. C'est pas un robinet, si vous voulez, qu'on ouvre et qu'on ferme, quoi. On le voit bien d'ailleurs, la situation en Italie. C'est malgré l'élection de Giorgia Meloni, malgré des mesures qui indiquent que l'Italie ne soit plus accueillir de migrants, malheureusement, continue à y avoir des bateaux qui partent de l'autre rive de la Méditerranée et qui aboutissent, on l'a vu encore il y a quelques jours, à Lampedusa. Bon, donc c'est pas simplement un coup de menton en tribune ou par le fait d'une déclaration politique qu'on règle ces problèmes-là. On les règle en prenant des mesures à tous les niveaux, et d'abord avec les pays d'où partent. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Non, nous sommes d'accord. Mais bien sûr. On sait très bien le rôle qu'a joué la dislocation de l'État libyen. Dans l'accélération. Non mais je veux dire, voilà. Bon, donc il y a aussi des décisions, et c'est aussi quelque part, vous voyez, c'est facile aussi de renvoyer la balle comme ça et de dire c'est la faute des migrants, ils ont qu'à pas venir. On a aussi créé des conditions géopolitiques sur le pourtour méditerranéen qui ont accéléré. Et malheureusement aussi, ce qui se passe en ce moment en Afrique subsaharienne est fort inquiétant. Tout à fait. Parce que effectivement, il y a un certain nombre de régimes qui sont déstabilisés. Parfois, la France a joué aussi un jeu un peu dangereux en Afrique en soutenant des régimes qui aujourd'hui ont été renversés. Donc derrière, on crée aussi une instabilité sur un continent d'où viennent principalement les migrants aujourd'hui. Mais quid des Ivoiriens, par exemple? Moi, c'est ce qui me frappe. C'est une majorité d'Ivoiriens qui viennent en France. Il n'y a pas la guerre dans leur pays. Il y a un régime... on ne va pas se faire attaquer, mais il y a un régime qui ne favorise peut-être pas le développement du pays. Qu'est-ce que la France a comme responsabilité là-dedans? Et dans la migration économique de ces gens qui, effectivement, sont malheureux dans leur pays. Vous l'avez dit, c'est une migration économique. Le problème, c'est qu'à la migration économique, qui est déjà ancienne, est venue s'ajouter la migration liée à la guerre, à la déstabilisation d'un certain nombre de pays et parfois même à l'effondrement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'État en Libye. Ce qu'il faut dire, il y aura un point d'accord ici, je pense, sur ce plateau, effectivement, c'est ce que vous avez développé, c'est sur les causes internationales. C'est-à-dire que clairement, les actions de déstabilisation, on peut le dire, qui ont été entreprises notamment par Nicolas Sarkozy en Libye en 2011, même si dans ses mémoires, il renvoie tout sur François Hollande, qui soi-disant n'aurait pas géré, c'est facile, évidemment c'est facile. Mais je pense que c'est le seul point sur lequel on sera d'accord. Tout à fait. Et évidemment, tout ça a déstabilisé complètement la question des flux migratoires. Mais pour autant, effectivement, la majorité des personnes qui viennent ici, des étrangers, donc des migrants, c'est pour des raisons économique, d'accord, faut quand même le dire. Deuxièmement, il y a une question démographique en Afrique qui, à un moment, va poser nécessairement une difficulté à l'Europe. Je rappelle que l'Afrique, c'était 100 millions d'habitants en 1900 et le continent africain va passer bientôt à 2,5 milliards au cours de ce siècle. Donc, la question qu'on se pose, c'est, on nous dit toujours, c'est quelques centaines. Le problème, c'est que ça fait 40 ans qu'on nous dit ça et on n'en est plus à quelques centaines, on en est à des millions. Donc, la question, c'est jusqu'à combien? Par ailleurs, et je termine parce qu'on a évoqué la question de l'Italie et je pense qu'il ne faudrait pas se méprendre. Quand on veut, on peut. D'accord? Et ça a déjà eu lieu en Italie. Quand Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur, pendant 9 mois quand même, le nombre de migrants, comme on dit, c'était 10 000, d'accord? 10 000, pas un demi-million, 10 000. En réalité, ici, et ça a été bien expliqué par mon voisin, il y a des raisons économiques, mais qui poussent effectivement Giorgia Meloni, et je pense pour de mauvaises raisons, à accepter cette immigration. Et aussi, il faut le dire, je pense qu'il y a un manque de volonté politique. Ce gouvernement fait primer des impératifs d'ordre économique sur des impératifs d'ordre d'identité ou identitaire, comme on dit. Je pense que là, encore une fois, il ne faut pas se méprendre quand on a la volonté politique et quand on met tous les éléments juridiques sur la table. Le référendum est de loin, en tout cas pour la France, le meilleur élément qui peut nous permettre de reprendre en main notre politique migratoire. Quand on met tous ces éléments sur la table, alors oui, on peut. Je ne veux pas qu'on se trompe là-dessus. Nous ne sommes pas réduits
à un constat d'impuissance. Ouais. Vraiment. Comment le revirement de Giorgia Meloni. Le revirement de Giorgia Meloni est lié aux questions économiques. Mais attendez, est-ce que déjà vous faites une transposition avec l'Italie et la France, nous étions on n'est pas dans la même les situation. Italiens. Et deuxièmement, comme si il y avait identité de volonté entre Giorgia Meloni et ce que disent des gens comme Gaëtan ou comme moi ici sur ce plateau. Je vous le dis, c'est une question de volonté politique. On y revient dans un instant avec vous, puis on va parler sécurité avec ces nouvelles brigades de gendarmerie. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, pardon. Vous vouliez dire un mot ou pas, Yves Damécourt, sur les migrants et sur l'impuissance face à cette... Je veux dire d'abord que le sujet ne peut pas être globalisé, parce qu'on a bien vu qu'au moment où il y avait la guerre en Ukraine, on a accueilli dans nos communes des réfugiés ukrainiens. Quand il y a eu la bataille de Mossoul, nous, on a accueilli des Irakiens. Voilà, et donc il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème au Congo-Brazzaville, je pense qu'il n'y a pas de problème non plus pour vivre décemment au Congo-Kinshasa, mais le problème c'est qu'on n'a aucune relation avec ces pays. La dernière fois qu'on a parlé de ça, il y avait une porte-parole du Parti Socialiste, je me souviens plus son nom, qui est d'origine marocaine. Et au moment où le président faisait un discours en disant qu'il était en lien avec les pays qui nous envoient des migrations, en fait, elle disait qu'elle avait rencontré le ministre marocain et que rien n'était en place, qu'il n'avait aucun contact même avec notre ambassadeur. Donc en fait, il y a une espèce de système où rien ne se fait. Et il y a un système en France qui est terrible. L'OFPRA, c'est une usine à gaz, c'est une bureaucratie incroyable. Et donc on ne fait pas les choses rapidement. Comme on laisse traîner les sujets, finalement, on se laisse déborder. Et après ça, on n'applique pas les obligations de quitter le territoire français que l'on a décidé, ce qui est quand même désastreux. Ce qui est désastreux quand on voit certains faits divers. Alors il n'y a pas évidemment que les gens sous OQTF, obligations qui commettent des délits, mais quand ils le sont, c'est toujours assez violent. Je voulais qu'on parle de sécurité avec le président de la République hier qui est allé dans la ruralité. Je déteste ce mot de ruralité. Emmanuel Macron se dit aux côtés de la ruralité et exclut toute fatalité. Et il a admis qu'il y avait un problème de sécurité. Donc il a annoncé la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Et des auditeurs me disent déjà, il faudrait déjà que ça fonctionne. J'ai un proche qui essaye de joindre un commissariat en province, ça ne répond pas. Quand ça répond, on lui répond qu'on ne sait pas où est sa plainte. Donc il y a des dysfonctionnements qui sont réels déjà dans ce qui existe. Donc annoncer des nouvelles brigades de gendarmerie, ok, mais il faudrait que ce soit un peu effectif. Ça se passe comment en ruralité? Parce qu'il a admis qu'il y avait le même type d'insécurité en province. Moi je préfère le mot de province que dans les grandes villes. Tout a été cassé depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'on avait un maillage territorial qui s'organisait autour des cantons. Les cantons aujourd'hui n'existent plus. Dans nos zones rurales, dans la province, les cantons, on a fait un canton avec 5, 6, 7, 8 cantons. On a fait des trucs énormes. Et ensuite, la gendarmerie a voulu faire des brigades à l'échelle du canton. Sauf que ça représente un nombre de communes incroyable, un nombre d'élus incroyable. Il y avait un travail qui se faisait entre les élus locaux et la gendarmerie, parce que les problématiques ne sont pas les mêmes chez nous. Les réunions se faisaient, les échanges d'informations se faisaient. Aujourd'hui, il y a un turnover très rapide dans les gendarmeries. Les gendarmes restent 2 ans, 3 ans, ils repartent. Ouais. Donc il n'y a plus ce lien qui existait avec les élus locaux. Et encore une fois, on ne se sert pas des corps intermédiaires. Les familles dans les zones rurales sont plus sédentaires que dans les zones urbaines. Donc on connaît nos territoires, les maires connaissent leur territoire, ils connaissent les habitants. Et donc s'il n'y a pas ce lien, finalement on part à volo. Et d'ailleurs le président a annoncé des nouvelles brigades, mais elles sont mobiles. Oui, elles sont 8 à 10 gendarmes. En fait, les territoires ne s'organisent pas sur la mobilité, ils s'organisent sur des frontières, Les gens ne savent plus où ils sont, ils ne savent plus dans quelle commune ils habitent. Il y a des communautés de communes qui sont devenues énormes. Les compétences ont été transférées, on ne sait plus qui fait quoi. Il faut d'abord revenir au qui fait quoi dans nos territoires. Mais la sécurité, c'est nouveau dans la bouche du président de la République de dire il y a aujourd'hui un problème de sécurité. Je vous lis le témoignage d'un auditeur. Nous, on habite dans les quartiers. Les voiles, les mosquées, les barbus, les gosses qui font des rodéos, des adultes qui se mettent en double fil pour discuter, qui empêchent les gens de circuler, les rodéos dans les rues encore, les menaces au quotidien, les commerces non halal qui ferment, on se fait harceler au quotidien et on sait que la plupart sont français. Franchement, votre discours, si on va faire comme ceci ou comme cela, on en a marre, on veut des résultats, on veut sortir de chez nous sans avoir
avoir peur de ce qui va arriver à nos gosses, à nos femmes et à nous. Donc c'est une réalité pour un certain nombre de Français aussi de ne pas se sentir écoutés en plus. Bien sûr, c'est pas un sentiment d'insécurité. Il y a le nombre de larcins se multiplie, le nombre de vols, les violences intrafamiliales augmentent. Enfin, oui, là c'est une description de ce que lui vit, mais il y a d'autres. On le remarque tous, une agressivité au quotidien. Gaëtan Dussaucet. La situation est devenue pour le coup hors de contrôle en matière de sécurité, et de voir que le président de la République considère que c'est seulement aujourd'hui qu'il y a un problème de sécurité, c'est terriblement alarmant, parce que le problème existait déjà hier, avant-hier, au début de son mandat en 2017, et malheureusement les chiffres ne vont pas dans le bon sens. Quand on regarde, c'est le ministère de l'Intérieur qui, il y a quelques semaines, a dévoilé les statistiques de la délinquance et de l'insécurité en France en 2022. Quand on regarde les chiffres, ils sont exponentiels. Prenez les violences sexuelles, une violence sexuelle toutes les 7 minutes, c'est plus 11% par rapport à l'année passée. Violence gratuite, une toutes les 44 secondes, c'est plus 15% par rapport à l'année passée. Et je pourrais vous en faire comme ça, notamment sur les cambriolages toutes les 3 minutes. Alors, le problème, c'est que la réponse du gouvernement, elle n'est pas là. Sur les fameuses brigades dont nous parle Emmanuel Macron, je suis allé fouiller un petit peu dans les archives, elles avaient déjà été annoncées à l'époque par un ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le 6 février 2018, qui nous annonçait la création de 250 brigades territoriales. Sur les 250, d'ici à 2019, c'est ce qu'il avait dit. Sur les 250, il y en a à peine 45 qui ont vu le jour. Et là, la question qui se pose par rapport à celles qui sont à nouveau pour la énième fois annoncées par Emmanuel Macron hier soir, la question se pose déjà, c'est est-ce qu'elles sont en nombre suffisant ? On peut prendre un département que je connais bien, celui des Vosges. On a eu en l'espace de 15 ans 7 fermetures de brigades de gendarmerie. Et il en annonce là aujourd'hui seulement 3 à horizon 2027. Donc déjà, on ne permet même pas de rattraper tout le retard qui a été pris pendant des années. Mais en plus, on peut s'interroger aussi sur la qualité du service public, puisque les gendarmeries sont un service public, qui est proposé à nos compatriotes. C'est Julien Audoul, le député de Lyon du Rassemblement national, qui nous racontait ça. Lui, dans sa circonscription, il y a une brigade de gendarmerie qui a été fermée, et en grande pompe, sur la cartographie des nouvelles brigades qui a été annoncée hier par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, ils annoncent le retour d'une nouvelle brigade. Mais comme on l'a dit, c'est pas une brigade statique qui va permettre de remplacer concrètement, c'est une brigade mobile. C'est-à-dire qu'on est dans une dégradation du service public qui était proposé jusqu'à présent. Donc il y a un véritable problème, et force est de constater, étant donné que le président de la République ne s'en inquiète qu'aujourd'hui, alors qu'il y a encore quelques mois, la France, et y compris la France rurale dans les villages les plus reculés, était confrontée à des semaines d'émeutes, eh bien, est tout à fait alarmant sur la capacité de l'État de répondre à cette problématique. Parce qu'il fait le constat, beaucoup de nos compatriotes, dit Emmanuel Macron, qui vivent dans les petits villages, disent on ne voit plus nos gendarmes, il y a de la sécurité, parce qu'il n'y a pas assez de présence, c'est pour cela qu'il fallait en remettre. Sauf qu'il ne dit peut-être pas tout, comme vous le dites, avec ces brigades volantes qui ne vont pas forcément pouvoir être efficaces compte tenu de ce qui se passe. Quand on écoute le président de la République, parce que moi je suis un bon élève, je ne veux pas interpréter les propos du chef de l'État, et donc j'écoute aussi ce qu'il dit, l'un des premiers motifs qui lui permettent de se réjouir, c'est de dire, comme ça on va pouvoir prendre les plaintes beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr, on va permettre aux brigades d'intervenir rapidement pour essayer d'endiguer justement ou d'empêcher le crime ou le délit. On est d'abord sur la récolte des plaintes. On voit que l'État et la réponse n'est pas du tout au niveau. Oui, Pierre Gentillet. C'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on a quand même un peu de peine à le croire. C'est-à-dire, on nous prend un peu pour des jambons de 6 semaines. Là, le président de la République, il est élu depuis 6 ans. Il a été réélu. Et là, il nous dit, texto, je cite, « Nous avons un problème avec l'insécurité ». Est-ce qu'il a fallu 6 ans à Emmanuel Macron pour se rendre compte qu'on avait un problème d'insécurité? Est-ce qu'il a fallu les émeutes qu'on a connues cet été pour qu'Emmanuel Macron se rende compte qu'on a un problème avec l'insécurité en France? Peut-être qu'il s'est rendu compte aussi que Marine Le Pen engrangeait beaucoup d'intentions de vote. Je pense que depuis 2017, il le sait. Alors effectivement, ça rajoute une raison qui est une raison électoraliste. Mais je vais vous dire une chose, et je pense que ça fait écho aussi avec le faible audimat de l'émission d'hier du président de la République. Plus personne n'y croit. Mais alors, vraiment, plus personne n'y croit. On a tous envie, et d'ailleurs, ça se voit, tout le monde est passé à autre chose, tout le monde sait que d'ici 2027, il ne se passera rien. En outre, j'ajoute il me semble que la question de l'insécurité ne se réduit pas qu'à la police. On aura beau ajouter des milliers, des dizaines de milliers de policiers supplémentaires. D'ailleurs, il y avait des policiers supplémentaires qui avaient été ajoutés sous François Hollande, là où Nicolas Sarkozy en avait supprimé. Mais en réalité, si derrière, il n'y a pas
la sanction pénale prononcée par les juges, et s'il n'y a pas surtout une peine de prison, et alors là on en arrive au problème criant, parce qu'on a un taux d'incarcération qui ne tient plus la route. Et surtout de peines non exécutées. Un taux de surpopulation qui est de l'ordre de 118%, et en plus effectivement du coup des peines non exécutées. Aux alentours de 80 000 peines non exécutées. Et de ce qu'on appelle d'un terme assez poli, des peines alternatives, qui en réalité ne sont pas vraiment des peines alternatives. Bref, donc le sujet de l'insécurité, si vous voulez, l'insécurité c'est une chaîne, et c'est 3 maillons. C'est le maillon de la répression policière, après la répression pénale, et enfin la solution carcérale. Je le dis, si derrière, quand on a peur d'un policier, quand on craint l'autorité, c'est pas pour le policier lui-même, c'est pour la peur de se retrouver derrière les barreaux après, éventuellement, si on commet un délit ou un crime. Le problème, c'est que cette justice, pour des raisons idéologiques, mais surtout pour des raisons carcérales, n'est pas au rendez-vous. Voilà. Quelques réactions, je vous donne la parole après, Alexis Bachelet. Bruno nous dit, dans mon quartier, il y a un commissariat en face, un bar avec des dealers qui les narguent. Le commissariat, c'est fort à l'amour, il ne sert à rien. Alors mettez autant de commissariats que vous voulez pour vous donner bonne conscience, mais cela ne sert à rien. Nathalie nous dit, vous savez très bien que ces nouvelles brigades serviront surtout à protéger le gouvernement lors des mouvements sociaux, la sécurité des Français, ils s'en tapent. On sent effectivement... une sorte de... Plus personne n'y croit, tout le monde sent, vraiment tout le monde s'en fiche. Des abus total. On va y revenir dans un instant et vous nous direz, Alexis Bachelet, ce que vous en pensez. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors Alexis Bachelet, on ne nous a pas entendu sur ce sujet donc évoqué par Emmanuel Macron qui vient de réaliser qu'il y avait de l'insécurité et non plus un sentiment d'insécurité comme avait dit son ministre de la Justice. Vous en pensez quoi de ces nouvelles brigades et du discours surtout du président de la République qui semble effectivement changer ? Alors, je ne sais pas si le discours change, mais c'est vrai que les déclarations en tant que telles n'ont pas grand intérêt si elles ne sont pas suivies d'effets sur le terrain. Donc, comme toujours, il faudrait vérifier dans la durée ce que ce type de déclaration apporte. Ce qui est important de dire, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Pierre Gentillet, en tout cas une partie de son propos, qui consistait à dire qu'effectivement, la question de la sécurité n'est pas uniquement une question de maintien de l'ordre et de présence policière. Non. Si c'était que ça, j'ai envie de dire, il suffirait de mettre plus de police partout. La question, c'est effectivement comment est-ce qu'on produit les conditions de la sécurité, ce qui veut dire qu'il y a juste un maillon de la chaîne que vous n'avez pas cité, qui est en amont de tout le reste. Je me doutais bien que vous avez parlé dessus. C'est quand même la prévention. Je sais que pour certains, c'est un gros mot, mais ça existe. Nous, dans les communes, on a un conseil local de prévention de la délinquance et on peut aussi détecter des problèmes en amont, accompagner des familles qui sont en difficulté, dont les enfants. La police de proximité. Donc voilà. Exactement. Ça va avec d'ailleurs. Non mais c'est quand même aussi un chaînon fondamental. Et là où je suis d'accord avec votre raisonnement, c'est qu'effectivement les forces de l'ordre elles sont indispensables, la répression elle est indispensable, mais si derrière la justice n'a pas les moyens d'incarcérer les gens qui doivent l'être, de donner des peines, de faire exécuter les sanctions. De faire exécuter des sanctions. Ou des peines. Il n'y a pas que l'incarcération non plus. Mais s'il n'y a pas derrière des moyens de la justice, et de ce point de vue-là, c'est vrai que la justice a été quand même dans le régalien, encore plus que la police, qui aussi a des problèmes de moyens, mais la justice est quand même... certains tribunaux, c'est quand même limite tout tiers-monde. Alors, c'est vrai que on va pas jeter la pierre à ce gouvernement parce que, pour le coup, par rapport à d'autres gouvernements, il y a eu un vrai effort de réarmer un peu la justice, de leur redonner les moyens d'avoir des locaux corrects, du matériel informatique digne de ce nom, de recruter des magistrats aussi, etc. Il y a eu un petit effort, Un petit effort. Je suis d'accord. Moi, je suis désolé. Je ne suis pas un soutien fanatique d'Emmanuel Macron, ni son gouvernement. Mais ne présentons pas ça non plus comme... Non, mais je ne dis pas que ça va... c'est dans le bon sens. Je comprends ce que vous dites. Ça va dans le bon sens. Voilà. C'est pas suffisant, je suis d'accord, mais ça va dans le bon sens. Donc il faut aussi dire quand il y a des décisions politiques qui vont dans le bon sens. Donc voilà. Et après, évidemment, aujourd'hui, la prison, c'est vraiment aussi une situation de surpopulation carcérale. C'est endémique. Moi, j'ai l'impression que depuis que je suis en
engagé en politique, ça fait 20 ans. Oui, c'est un peu toujours les mêmes discours. Alors certes, on a rajouté des places, on a construit des prisons, mais bon, le problème perdure. Il y a peut-être d'ailleurs des questions aussi à se poser en termes de procédure pénale. On a un avocat dans le débat sur le fait qu'on aime bien mettre les gens en préventive. Par rapport à d'autres pays, on est un pays où on incarcère, alors temporairement, en attente de procès, énormément de gens. D'ailleurs, ça embolise aussi les maisons d'arrêt. Enfin voilà, il y aurait un tas de choses à revoir pour effectivement obtenir le résultat espéré, c'est-à-dire faire reculer la délinquance et avoir une meilleure sécurité dans le pays. Et là, on est tous d'accord, c'est qu'en fait, la réponse pour changer véritablement les choses en matière de sécurité, elle doit être globale et même totale. On est d'accord sur la question de la répression, on est d'accord la répression policière, on est d'accord évidemment sur le tournant pénal qu'il doit y avoir aussi et sur la certitude de l'exécution, de la prononciation et de l'exécution des peines dans notre pays. C'est ça que nous militons d'ailleurs et exigeons un certain nombre de mesures comme le rétablissement des peines planchées et la construction de nouvelles places de prison, etc. Il y a tout un sujet aussi, vous l'avez dit, sur la prévention, dans lequel on inclut évidemment le travail à l'école, la responsabilisation des parents aussi, et bien entendu le manque de moyens. On a parlé de la justice, mais on peut parler aussi de ceux de la psychiatrie, qui sont abyssaux. Mais à côté, et puis si on veut une réponse globale, il faut aussi parler de l'éléphant qui est au milieu du salon, à savoir celui de la politique d'immigration, qui vient alimenter aussi cette insécurité. Si on prend les chiffres pareils du ministère de l'Intérieur, ceux dont j'ai cité tout à l'heure, vous prenez les étrangers représentent, je parle vraiment d'étrangers, pas de Français d'origine étrangère, je vous parle d'étrangers. Les étrangers représentent à peu près 8% de la population française. Mais ils représentent par exemple dans les mises en cause des cambriolages 41%. Et 25% des détenus. Et 25% des détenus, tout à fait. 35% en ce qui concerne les vols avec violence et 17% pour les coups et blessures. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas apporter une réponse uniquement partielle. Et dans celle-là, il faut évidemment aussi reprendre contrôle sur notre politique migratoire, parce que ce sera aussi un gain de sécurité pour les Français. Ouais. Problème d'éducation, problème d'intégration, problème d'organisation de l'accueil des réfugiés. Et puis problème de travail avec les pays d'origine et de renvoi dans leur pays les gens qui ont une obligation de quitter le territoire français. C'est pas qu'on mélange tout, puisque ce que vous dites, il y a effectivement dans cette insécurité une part des migrants qui est importante, mais il y a aussi le reste qui est là, avec une augmentation. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais vraiment un tout petit mot pour dire aussi qu'il y a quand même un sujet, parce qu'on a parlé de la surpopulation carcérale, je pense que vraiment c'est quand même un des gros nœuds du problème. Alors effectivement, Gaëtan a évoqué le fait qu'il y avait 25% des détenus qui étaient de nationalité étrangère. Effectivement, ça interroge, mais je voudrais quand même vous dire une chose, on nous dit il faut construire des places de prison, et en réalité on se rend compte que ces places de prison, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Et c'est là où en fait il y a peut-être une réforme à faire. Alors là on s'attaque vraiment à mon avis à un des gros problèmes, c'est qu'en réalité pour construire une prison il faut l'accord du maire, et que des mairies qui sont... des lieux. Absolument, il faut trouver des lieux. Oui, et il faut des maires qui soient d'accord pour accorder le permis de construire. Et le maire qui accorde le permis de construire sur une prison ou même un permis pour rénover, généralement, c'est pas la mesure la plus populaire. Vous voyez, c'est comme installer une centrale nucléaire juste en face de votre jardin. Donc, en fait, en réalité, c'est bien de dire on va construire des places de prison, mais qu'est-ce qui se passe à un moment si les collectivités n'en veulent pas? Donc, peut-être revoir un petit peu la manière dont on peut envisager les négociations, parce qu'à un moment, c'est un sujet régalien. Je dis pas il faut faire pousser des prisons absolument n'importe où, c'est absolument pas ce que je dis. Je dis juste qu'à un moment, si on repousse en permanence, sous la pression des élus locaux, des maires, au calendes grec, la construction des places de prison, je sais, c'est pas populaire, mais en même temps, est-ce qu'on veut mettre les gens en prison aussi? Voilà. Donc ce problème-là, il va falloir le poser sur la table, et là-dessus, je pense qu'il faut revoir les procédures. Je dis pas qu'il faut imposer comme ça forcément verticalement, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, au bout de certaines négociations et au vu de certains critères objectifs, l'État devrait pouvoir taper du poing sur la table. Voilà. Moi, j'ai été maire pendant 12 ans, j'ai jamais reçu un coup de fil ni du préfet, ni du sous-préfet pour me demander si je voulais accueillir une prison. Et je pense que si la question m'avait été posée, je pense que le dossier aurait été étudié. Voilà, parce que c'est aussi une activité économique, c'est aussi de l'emploi, c'est aussi, tout ça existe. Aujourd'hui, il y a une crise du logement terrible. On a aujourd'hui des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui représentent quand même 7% du PIB français, qui se demandent s'ils auront du boulot l'année prochaine. C'est le moment de construire des prisons. Donc que l'État fasse un grand plan de construction.
et qu'il sollicite les maires pour savoir lesquels sont candidats à l'accueil de ce type d'établissement. Le danger, c'est notre ami Philippe David, que vous retrouvez dans Les Vraies Voix, qui m'envoie cette information. Excédé par un rodéo entre deux véhicules, une vingtaine de riverains munis de battes de baseball ont décidé d'intercepter des voyous à Neuville en Ferrin. Dimanche, ils ont réussi à bloquer la voiture, à faire descendre les occupants, et ils en ont roué un de coups. Il a été blessé à la tête, mais c'est ce qui risque de se passer aussi à un moment où ils sont excédés. Et notre auditeur qui nous parlait de son quartier où il a du mal à vivre, je lui ai demandé d'où il venait. Donc il est dans la région il est à Toulouse, et il me dit: je suis plutôt de gauche. Celui qui disait qu'il était entouré aujourd'hui, qu'il y avait une délinquance importante. Je suis de gauche, très à gauche. Je suis dans un quartier SRU. J'ai acheté ma maison à l'époque et qu'il n'y avait que peu de R+3, c'est-à-dire de petites maisons. Les logements sociaux ont vu le jour. Du coup, les gens ont eu peur. Ils ont vendu leur maison et sur leur terrain ont poussé des maisons ou des immeubles. Beaucoup plus d'insécurité. Les écoles ont été désertées par les Blancs. Il le met entre guillemets au cours d'un repas de quartier. Nous avons fait l'amer constat que plus un seul de nos enfants était dans les écoles des quartiers, tous dans le privé. Les commerces ferment les uns après les autres. C'est une réalité. Et Bruno se dit de gauche. Je pense qu'il travaille, et que le constat qu'il fait, c'est la dégradation qu'il a vue dans son quartier. Et beaucoup de mineurs dans ces délinquants. C'est pour ça qu'il faut relire la tribune de Naïma Mfadel, qui vient ici souvent, absolument, et de David Lisnard, excusez-moi, sur justement cette justice des mineurs. Il faut revoir ça de fond en comble et revoir l'excuse de minorité. Parce que si on ne peut pas punir ces jeunes, derrière, ils repartent, ils ressortent, et ils se moquent du gendarme ou du policier. Ils s'en moquent. Non, ça vous laisse sans voix. Alors Stéphane me dit l'info du tabassage tourne mais n'est pas confirmée. C'est vrai qu'il faut faire très attention. Ensuite, ce qui est sûr, c'est quand la justice est défaillante, quand l'État est défaillant. Si vous voulez, moi j'ai coutume de dire à mes étudiants, parce que j'enseigne le droit à la faculté, qu'il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de droit. Et c'est-à-dire que quand l'État est défaillant, quand le droit quelque part est défaillant, les gens se font eux-mêmes leur propre droit. Alors évidemment, c'est pas ce qu'on doit approuver, bien sûr, mais il faut du droit. Non, c'est pas l'esprit de notre droit positif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens font leur propre droit naturel, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ils voient des personnes qui en permanence ressortent de prison, voire qui n'y vont jamais, des gens qui ont 30 ans, qui sont condamnés 20-25 fois, souvent d'ailleurs pour les mêmes délits, et à un moment, les gens, parce qu'ils voient que l'État est défaillant, parce qu'ils voient qu'une mission régalienne essentielle ici n'est pas appliquée, eh bien ils se font justice eux-mêmes. Et ça doit alerter l'État. C'est évident. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Il va revenir sur l'Arménie, de ce que je sais. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.